1980, Wall Street entre dans une nouvelle ère. Une ère différente de celle qu'on respirait. Celle de l'intuition et le flair des traders qui dominaient le marché. $350 Swiss. Wird ja wahrscheinlich nicht so toll werden hier. Cette intuition vient de laisser place à la beauté des mathématiques. Dans le quartier de Midtown, au cœur de Manhattan, à New York, se trouve l'une des premières institutions à avoir parié sur cette nouvelle génération d'outils de trading. Morgan Stanley. Morgan Stanley. Morgan Stanley Investment. Une institution du nom de Morgan Stanley. L'une de leurs missions était de transformer les marchés, à l'époque remplis par des traders, par quelque chose de plus intelligent, de plus informatisé, les équations mathématiques. Parmi les personnes les plus brillantes de Morgan Stanley, une personne du nom de Nunzio Tartaglia développa avec son équipe une idée simple mais brillante, un modèle mathématique qui constituera le socle de l'histoire du trading. Pendant des années, dans les salles de marché, les grandes banques ont tout essayé pour prendre l'avantage et gagner plus d'argent. T'avais d'un côté les traders macro, ceux qui regardaient les indicateurs économiques tels que l'inflation, les décisions de la Fed, le chômage, la croissance du PIB, etc. Et puis t'avais d'un autre côté ceux qui misaient sur la nouvelle arme du moment, des algorithmes, des machines capables d'exécuter des millions d'ordres en une fraction de seconde. À ce moment-là, tout reposait sur une hypothèse un peu exagérée. La stabilité des marchés financiers. Tant que tout restait calme, les modèles utilisés étaient parfaits. Mais rares sont parmi eux ceux qui prenaient en compte une chose essentielle. Qu'est-ce qui se passerait quand tout bascule ? Eh bien là arrive la crise russe. Le gouvernement russe a annoncé ce matin un changement radical de sa politique monétaire. La monnaie russe, le rouble, va flotter selon l'expression financière indiquant en gros que son équivalent en dollars peut varier. Et oui, du jour au lendemain, la Russie annonça qu'elle ne peut plus rembourser sa dette. La monnaie russe, le rouble, s'effondra et plus personne ne voulait acheter d'obligations russes. Un signe de perte de confiance au gouvernement. La panique s'installe, l'argent s'enfuit et les marchés voisins commencent à trembler. Et ce qui ressemblait à un événement lointain devient une onde de choc mondial qui finit par frapper Wall Street. Les modèles financiers et de trading qui avant étaient basés sur des hypothèses de stabilité, comme je l'ai mentionné, arrêtent de fonctionner. Les institutions qui continuaient d'utiliser ces modèles se retrouvent complètement perdues. L'exemple le plus pertinent d'une telle institution correspond au fonds LTCM, pour Long Term Capital Management. À l'époque, LTCM était le fonds dont tout Wall Street parlait. Il était dirigé par des anciens de Salomon Brothers, qui était une des plus grandes, sinon la plus grande banque d'investissement américaine. Ce fonds était aussi dirigé par des traders légendaires et surtout par 2 prix Nobel d'économie, Myron School et Robert Merton, ayant travaillé sur la tarification des titres dérivés. En l'espace de quelques jours, LTCM passe du statut de génie absolu de Wall Street à celui de bombe financière prête à exploser. On raconte même que le fonds était tellement gros, tellement endetté et tellement connecté au système que sa chute menacerait d'entraîner une partie de Wall Street avec lui. Les banques paniquèrent, la Fed intervient et tout le monde comprend soudain une vérité brutale. Même l'intelligence, même les modèles les plus brillants peuvent s'effondrer face au réel. Tout le monde, sauf un petit groupe de traders chez Morgan Stanley. À l'époque, la stratégie de trading la plus utilisée était de type directionnel. C'est-à-dire que les traders se contentaient d'acheter ou de vendre des actifs selon l'état actuel du marché. Par contre, l'équipe en question s'est posé la question. Plutôt que d'essayer de prédire si un actif va monter ou descendre, qui est bien évidemment exposé à un risque directionnel, pourquoi ne pas développer une stratégie neutre au marché qui, indépendamment du régime actuel, générera un retour conséquent? Pour ça, ils utilisent une idée intéressante, des paires d'actifs synchrones. En effet, en finance de marché, certaines actions évoluent très souvent ensemble. Elles peuvent s'écarter temporellement, parfois de façon brutale, mais tôt ou tard, elles reviennent l'une vers l'autre. On parle de retour à la moyenne. Donc, l'équipe en question s'est dit que s'ils réussissaient à créer l'écart entre ces deux actifs, plutôt que la direction du marché, ils n'auront donc pas besoin de savoir si tout va monter ou s'effondrer. Donc, ils réussiront à neutraliser le risque directionnel. Et c'est comme ça
qu'elle réussira à innover une stratégie qui sera plus tard utilisée dans tout l'univers du trading. Et elle porte le fameux nom de pair trading. Morgan Stanley l'a gardée secrète pendant longtemps, une sorte d'arme silencieuse pour ses decks de trading, puis elle a ensuite été démocratisée. Mais au fur et à mesure qu'on l'utilisait, on commençait à comprendre certaines limitations de la stratégie. Elle était basée sur l'hypothèse que les actions corrélées évoluent ensemble. Il peut y avoir des divergences temporelles, mais elles finissent toujours par se rapprocher l'une de l'autre. Le problème avec cette hypothèse est que pendant une période de crise, tous les actifs chutent ensemble. Et oui, on a commencé à remarquer que des titres qui bougeaient ensemble depuis des années se mettèrent à tomber sans jamais revenir à leur niveau normal. Voilà la vraie faiblesse du pair trading traditionnel. Il croit que les marchés se comportent toujours de manière traditionnelle et régulière, ce qui est loin d'être le cas. Le modèle finit donc par perdre de sa notoriété, ou du moins, tant qu'une amélioration n'est pas proposée, ce modèle ne peut être utilisé dans tous les régimes de marché, y compris les régimes de crise. Beaucoup de temps après apparaissent les travaux des mathématiciens du nom de Abe Sklar. Dans les années 1950, Abe Sklar s'est intéressé à une question très simple, mais que personne n'arrivait à formuler correctement. Comment décrire le lien entre deux phénomènes avec aucune connaissance sur leurs lois comportementales? Formulé simplement, imagine deux marchés financiers. L'un est très volatile, comme les marchés des cryptos, et l'autre beaucoup plus stable, comme le marché de l'or. Leurs comportements quotidiens ne sont pas forcément liés, mais lors d'un crash boursier global, ils chutent tous les deux en même temps. Sklar cherchait un moyen de capturer ce type de réaction. Pour la plupart d'entre nous, on penserait que si les actifs ne bougent pas dans le même sens, alors ils n'ont rien à voir, n'est-ce pas? Mais Sklar nous fait comprendre que cette conclusion est trop hâtive. Une dépendance n'est pas forcément linéaire comme on peut le prétendre. En d'autres termes, ces actifs qui pour nous n'ont rien en commun peuvent être liés, jusque la dépendance n'est pas linéaire. À l'époque, pour mesurer la dépendance entre deux actifs, la corrélation de Pearson était la référence. C'est une valeur censée résumer comment deux variables aléatoires bougent ensemble. Prenons un exemple pour illustrer ça. Supposons que y, une variable, égale x carré. Comme on peut le voir, y dépend parfaitement de x. Si tu connais x exactement, tu peux connaître y exactement. On parle de dépendance totale, déterministe. Alors que Pearson te dit que x et y ne sont corrélés que si x prend des valeurs sur un intervalle contenant 0. Comment est-ce possible? C'est très simple. La fonction x au carré écrase le signe. Si x a une valeur positive, disons 3, y vaut 9. Par contre, si x vaut moins 3, y vaut 9. Résultat, quand x est très négatif, y très positif. Et quand x est très positif, y est aussi positif. Le mouvement ne va donc pas dans le même sens. Parfois, x baisse et y monte. Et des fois, x et y montent ensemble. Graphiquement, si tu traces x, tu obtiens une parabole, une courbe symétrique. Ce n'est pas une droite. Pearson regarde cette forme et dit « Je ne vois pas de tendance linéaire ». Donc, il renvoie une corrélation très proche des zéros, même si la relation est parfaite. Et c'est précisément pour ça que dans les vraies données économiques ou financières, la corrélation de Pearson est souvent un outil très pauvre. Les marchés ne bougent pas comme des droites. Ils ont des courbes, des asymétries, des queues lourdes, des comportements extrêmes, des dépendances qui ne ressemblent pas du tout aux relations propres. Et c'est là que tout s'éclaircit. Pearson n'est pas une mesure générale de dépendance. C'est une mesure du lien linéaire. Si la relation peut être bien approximée par une droite, Pearson est un outil génial. Si la relation est symétrique ou non monotone, comme x au carré, Pearson devient aveugle. Revenons sur notre exemple de départ. Y égale x au carré, où la mesure de la dépendance dépend des valeurs que peuvent prendre x. Si x prend des valeurs positives et négatives, alors la mesure de la dépendance est faussée par la corrélation, alors que si x ne prend que des valeurs positives, alors x et y partent dans le même sens. Et en se faisant, la corrélation de Pearson capture la dépendance. Mais la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi devrait-on se baser sur la loi de la variable pour déterminer une loi de dépendance? En d'autres termes, pourquoi a-t-on besoin de savoir les valeurs que prennent x pour savoir si elles dépendent de y? Donc on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche là. La corrélation de Pearson ne mesure pas la dépendance en général. Elle la mesure seulement dans certains cas. Et surtout, elle est influencée par la façon dont les variables sont distribuées. Autrement dit, la corrélation
mélange deux choses. La manière dont une variable se comporte seule. Et la deuxième chose, c'est la manière dont elle dépend d'une autre. C'est exactement ce que Szalard remarque. Il dit, on ne devrait jamais mélanger ces deux aspects. Une variable a sa propre distribution, sa propre vie, et n'a rien à voir avec la façon dont elle interagit avec notre variable. Alors, il se pose une question simple. Est-ce qu'on peut décrire chaque variable indépendamment, puis décrire leur lien dans une fonction à part? Et il montre que oui. En 1959, il publie un article où il démontre que pour n'importe quelle variable, on peut toujours séparer leur comportement individuel de leur manière d'être liés. Les distributions restent d'un côté et la dépendance est capturée dans une fonction spécifique. Une fonction qu'il appelle copule, un mot qui veut simplement dire lien. Et c'est ça la grande idée. Ne plus tout mélanger comme la corrélation de Pearson, mais décrire les choses proprement. D'abord, comment chaque variable vit toute seule, puis comment elle se coordonne. Revenons maintenant sur notre objectif initial. Maintenant qu'on a compris les copules, rappelons ce qu'on essaye de faire. On veut développer une stratégie de pair trading qui, rappelons-le, exploite les écarts temporaires entre deux actifs, deux actions par exemple, qui historiquement évoluent de façon similaire. Tant que leur trajectoire de prix reste proche, tout semble normal. Mais lorsque l'une s'éloigne soudainement de l'autre, le trader parie sur un retour à leur relation habituelle. Il vend l'action devenue trop chère et achète celle devenue trop bon marché, anticipant une convergence future. Dans la littérature classique, cette stratégie est généralement mise en œuvre à l'aide de la méthode de la distance. Cette méthode de distance correspond à cette partie du schéma où on divise chaque prix par sa valeur initiale, de sorte que les deux courbes démarrent à 1. Ensuite, on mesure la distance entre ces prix normalisés. Si celle-ci dépasse un seuil que l'on fixe souvent à deux écarts type de l'écart entre les prix, alors on considère qu'il existe un désalignement significatif. Et comme un écart de deux écarts types est très rare et n'apparaît que dans 5% des cas dans une distribution normale, il constitue un signal d'arbitrage. C'est un signe pour dire que l'écart est maximal et que la probabilité que les deux actifs s'écartent encore est trop faible. Donc on vend l'action surévaluée et on achète l'action sous-évaluée en espérant que cette dernière rejoindra l'action sous-évaluée, donc nous fera gagner de l'argent aussi. Cette méthode de distance, définie par DDT, l'écart entre les deux prix, ne mesure que les dépendances linéaires. Vous savez, la fameuse dépendance mesurée par la corrélation de Pearson. Et comme on l'a vu dans la réalité, les marchés ne sont jamais normaux, car les rendements financiers présentent des queues plus épaisses que le cas normal. C'est au vu de ceci que nous allons appliquer une copule pour capturer toute la dépendance entre X et Y, indépendamment de la forme de leur distribution. Nous allons entamer la partie la plus importante, la construction du modèle de trading. Donc, restez focus. Rappelons que tout ce qu'on a fait jusque-là était de partir des modèles de pair trading, de souligner ses lacunes, à savoir l'hypothèse de dépendance linéaire, et de proposer une solution à cette limitation via l'introduction des modèles de copule. La copule qui sera le modèle de dépendance ici. D'abord, il faut comprendre qu'en trading, pour construire un modèle, il faut d'abord l'entraîner sur de la donnée historique et ensuite l'utiliser pour faire du trading. D'abord, il faut choisir les modèles de copule. Il y en a plusieurs. Nous avons Gamble, nous avons Clayton, nous avons Frank, etc. Durant notre phase d'entraînement du modèle ou phase de formation, le but est de permettre au modèle d'apprendre la structure de dépendance relative aux paires d'actifs. Comment cette stratégie marche-t-elle? Eh bien, chaque jour, on calcule la probabilité que le rendement de la première crypto de notre paire soit supérieur à celui de la deuxième crypto B, conditionnellement à leur structure de dépendance estimée dans le passé. Autrement dit, on ne regarde pas la crypto A et la crypto B isolément, mais on va regarder les deux dans le contexte de leur comportement du passé. On parle de probabilité conditionnelle. Si par exemple, la probabilité conditionnelle que A surperforme B est très élevée, on va dire, disons 0,8, cela signifie que, compte tenu de notre compréhension de leur rendement historique, le marché attribue aujourd'hui à A une performance relative
anormalement élevé. Dans ce cadre, A apparaît comme surévalué par rapport à B. À l'inverse, si cette probabilité est très faible, disons autour de 0,2, cela signifie que relativement à B, A est pénalisé au-delà de ce que suggère leur relation historique. A peut alors être interprété comme sous-évalué par rapport à B. Pour exploiter ce signal, on va ajouter deux variables cumulatives. Une première variable qu'on appelle flag X qui va mesurer l'erreur cumulée de surévaluer la première crypto par rapport à la deuxième. Notre variable, si elle est positive, cela veut dire que X est surévalué de manière générale. Et si jamais elle est négative, X est sous-évalué. On fait la même chose pour la deuxième crypto, Y. Maintenant que ces deux variables, flag X et flag Y, sont définies, chaque jour, ces indicateurs s'incrémentent. Cela veut dire que chaque jour, on mesure l'erreur de mes évaluations de la crypto X par rapport à Y qu'on ajoute à cette variable flag X. Et au fur et à mesure, soit elle est positive, soit elle est négative en fonction de la direction qu'on a sur le marché. Et à la fin, si l'un des indicateurs dépasse un certain seuil, notre stratégie va ouvrir une position. On vend l'actif surévalué et on achète l'actif sous-évalué. Voici notre stratégie de trading. La position est ensuite fermée lorsque l'indicateur revient vers 0, ce qui correspond à une correction du désalignement. Cette stratégie a été testée par plusieurs traders. Par exemple, dans cet article, les auteurs l'ont testé sur deux actions, Brookdale Senior Living BKD et Emeritus Corporation, sur la période 2008-2009. Et bien que ces deux actions soient très corrélées, la stratégie classique basée sur la distance perd de l'argent, environ $600, voire $1,500 avec un jour de délai. En revanche, la stratégie basée sur les copules génère un profit compris entre $847 et $1,060. Ensuite, dans le même article, les auteurs ont étendu leur analyse sur l'ensemble du secteur américain, soit 89 actions entre 2003 et 2012. À chaque période, ils construisent des paires minimisant la distance linéaire, puis comparent les performances avec des stratégies de copule. Ils se sont rendus compte que la méthode copule surperforme systématiquement la méthode classique. Une supériorité s'expliquant par la capacité des copules à capturer les dépendances non linéaires et les événements extrêmes, totalement ignorés par la corrélation classique. Pour ceux qui nous suivent toujours, nous avons mis un code expliquant cette stratégie de copule sur l'univers des cryptos, un univers sur lequel on est focalisé sur cette chaîne. C'est un bonus pour tous ceux et celles qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Et bien pour conclure, l'introduction des copules dans le pair trading apporte une amélioration significative comparée à la méthode habituelle, basée sur la méthode de distance. Si cette vidéo vous aura été utile, s'il vous plaît, likez-la, car cela nous sera d'une grande aide. Ça nous prend beaucoup de temps pour la réaliser et ça ne vous prend qu'une seconde pour liker. Donc faites-le, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos et à très bientôt sur Pool DeFi.